Avant que de donner la parole à Martine, je voulais juste signaler que Agnès a publié ce livre, Regard sur le design urbain, intrigue de piétons ordinaires. Donc, si ceux d'entre vous qui voudraient le lire, c'est aux éditions du Félin. Je trouve extrêmement intéressant pour nous tous cette réflexion sur la tension entre la dimension esthétique et la dimension fonctionnelle, hein, qui est au cœur de la question du design. Et donc, je vais laisser la parole à Martine, à André. Merci Nathalie, merci Agnès pour l'invitation. Je voudrais tout d'abord exprimer tout l'intérêt que j'ai pris à lire la version préliminaire du speech que vous avez juste entendu et à t'écouter tout à l'heure et à voir aussi concrètement en quoi consiste ta démarche. J'ai fait un certain nombre de découvertes, peut-être vous les avez partagées avec moi. Déjà le kilomètre, dont je connaissais absolument rien. Très honnêtement, les fontaines de la porte de Montreuil, même si j'habite pas très loin de là-bas, je ne les connaissais pas non plus. Et j'ai simplement tout découvert sur le tram de Tours, dont je ne connaissais absolument rien, pareil. Effectivement, il y a un point commun entre le travail d'Agnès et celui que je mène, qui touche en partie à l'objet, et qui est le fait de s'intéresser à l'action en situation dans les espaces publics urbains. Donc je vois clairement l'intérêt des techniques que tu mets en place pour étudier cet objet. J'ai beaucoup apprécié au niveau méthodologique l'originalité de combiner de manière inédite des techniques d'enquête différentes, donc notamment l'oculomètre dont tu as rapporté les usages courants, qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais, et le parcours commenté, donc comment les combiner peut donner lieu à des conclusions nouvelles. Je trouvais ça très intéressant. Et au niveau théorique, bien sûr, le fait que l'objet est construit à partir d'inputs de disciplines différentes. Et donc, au moins dans ton speech, tu parles de la neuroscience cognitive et de la phénoménologie. Bon, c'est vrai que ce sont deux courants théoriques qui ne vont pas toujours ensemble. Donc voilà, je trouve tout ça extrêmement original et enrichissant. Et j'ai été très content de le retrouver dans ton travail. Bon, il faut forcément, quand on est le discutant, faire quelques critiques. C'est mon travail, donc voilà, je ferai quelques remarques de théorie, en fait une seule remarque de théorie, et après une série de remarques sur le rapport entre théorie et méthodologie. Voilà. Et j'avais aussi une remarque sur la méthodologie touchant aux statistiques, qui était incluse dans ta version préliminaire, mais que tu n'as pas... C'était une remarque par rapport à la possibilité de faire des statistiques avec les études que tu as présentées. Dans ta présentation orale, tu l'as pas dit. Et donc, je ne sais pas si cette remarque que j'avais préparée est légitime, puisque tu ne l'as pas dit. Oui. Si j'ai expliqué pourquoi je ne faisais pas de statistiques. C'est ça, oui. Ok. Alors, je peux dire quelque chose à cet égard. Oui. Super, t'es distrait. Alors, remarque des théories. Dans ta communication, le sujet qui perçoit, c'est-à-dire le support de la perception, est tantôt le cerveau, tantôt la personne. Et dans le paysage actuel de la théorie de l'esprit, malheureusement, il faut choisir. Et comme on sait, les conséquences théoriques sont assez différentes que l'on choisisse le cerveau ou la personne. Donc, bref, qui perçoit, le cerveau ou la personne? Première question. Donc, concernant le rapport entre théorie et méthodologie, voici ce que dit la théorie que tu as articulée, que tu as présentée au début de ta communication. Donc, la plupart du temps, notre perception fonctionne sur un mode routinier. Ce mode routinier se caractérise par la non-conscience de ce qui est perçu. Le critère de la non-conscience, ce qui nous permet de savoir qu'il y a de la non-conscience, c'est l'incapacité à rapporter verbalement. Par conséquent, la plupart de ce qui est perçu ne devrait pas être verbalement rapportable. Ok, on est d'accord là-dessus. Or, le dispositif d'enquête pour étudier la perception, dont on vient de dire qu'elle est la plupart du temps non consciente, ce dispositif d'enquête est centré sur le verbalement rapporté, donc sur sa facette consciente. Et c'est en partie vrai de l'usage de l'oculomètre, qui sert de support à une réflexion rétrospective, donc quand on n'est plus en situ, mais après coup, une réflexion rétrospective est verbalement rapportée sur le parcours. Donc,
c'est une objection certainement très injuste, donc je formule moi-même la défense. Donc, 2 lignes de défense. Donc, la première ligne de défense possible, c'est que le mode de perception sur lequel porte l'étude est bien un mode de perception conscient, donc rapportable, auquel une entrée par le discours est parfaitement adéquate. Ok, la réplique est très bien, mais si on a déjà posé que la plupart de la perception est non consciente et par conséquent non rapportable, alors la portée des enquêtes sur la perception consciente et rapportable reste forcément limitée. Voilà, première ligne de défense. Possible, mais pas nécessaire. Donc, une deuxième ligne de défense serait de dire le mode de perception sur lequel porte l'étude est bien un mode de perception non conscient. Or, le parcours commenté a ceci de particulier de faire passer le non conscient au niveau conscient. Donc, cette procédure permet d'étudier par des rapports verbalisés ce qui d'ordinaire est perçu de manière non consciente. La réplique est que cela reste à être démontré. Si le critère de la non-conscience est l'incapacité à produire un rapport verbal, par quelle grâce le parcours commenté créerait de la conscience là où il n'y a que de la non-conscience? Une défense possible, donc je continue le soliloque, donc une défense possible est ici de dire qu'il ne s'agit pas en réalité de non-conscience, mais d'un mode pratique absorbé ou réfléchi, ou non réfléchi, pardon, de conscience. Donc ce n'est pas la non-conscience, mais d'un mode particulier de conscience. Et la réplique est très bien, on a résolu le problème, mais tout cela suppose que ce n'est pas le cerveau qui perçoit, mais la personne. Donc on revient au premier point. Voilà. Bref, comment justifier l'adéquation d'un protocole centré sur le discours à un processus, à savoir la perception, que l'on conçoit comme fondamentalement non discursif? Voilà, pour résumer le topo. Et donc finalement, sur la méthodologie, une petite réflexion sur l'usage des statistiques. Donc, au moment de rapporter les résultats de la deuxième enquête sur les fontaines, donc tu précises qu'elle implique 18 individus au total. Oui. Et après cela, tu expliques qu'à partir d'un nombre aussi réduit, on ne peut pas faire des stats. Je l'ai déjà dit avant aussi. Enfin, oui. Ouais. En tout cas, on est d'accord. Ouais. On a cette idée que donc, à partir d'un nombre réduit d'individus, on ne peut pas faire des statistiques. Ça suscitait au moins une profonde réflexion sur l'usage des statistiques. Et oui, aussi parce que je passe par une période dans laquelle je m'intéresse beaucoup aux statistiques. Donc, je suis dans un moment de grande réflexion statistique. J'ai pris le goût du test statistique. C'est bon, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas, mais bon, effectivement. Donc, alors, est-ce qu'on peut faire des statistiques avec un nombre réduit d'individus? Voilà la question. Et alors, évidemment, on peut faire des statistiques descriptives. Mais on a 3 personnes, on peut faire des statistiques descriptives. On peut dire 2 sur 3, c'est des hommes, 2 sur 3 pensent ceci, il n'y a que 1 qui dit ceci. Enfin, on pourrait faire des statistiques descriptives minimales, ça ne pose aucun problème. Donc, ce n'est pas du côté des statistiques descriptives que la question se pose, mais plutôt du côté des statistiques inférentielles. Alors, c'est quoi la statistique inférentielle? Ce sont ces statistiques qui s'intéressent à la possibilité de connaître quelque chose sur une population à partir de l'étude d'un échantillon, donc d'une partie de cette population. Et donc, j'ajoute tout de suite que le concept de population, donc au moins tel qu'il est utilisé en statistique, n'implique pas... il est totalement abstrait, il implique simplement une collection d'individus qui peut s'appliquer à n'importe quelle échelle. Donc, les habitants de la France, bien évidemment, c'est une population, mais les habitants de Paris aussi, c'est une population, et les habitants du 1e arrondissement, c'est une population, les habitants du quartier machin, c'est aussi une population, ceux de la rue Bidule, c'est aussi une population, et ceux du numéro X de la rue Bidule, c'est une population, et ainsi de suite. Il suffit d'avoir une collection d'individus pour avoir une population. Donc, je reviens à la question, qui est de savoir si un petit échantillon, c'est-à-dire si un nombre limité de membres d'une population permet de faire des statistiques inférentielles. C'est-à-dire si à partir d'un nombre réduit des membres de cette population, qui donc sont constitués d'un échantillon, on peut dire quelque chose de pertinent sur la population tout entière. Et là, en fait, pourquoi je fais toute cette réflexion? Parce que là, je me suis aperçu que, notamment les sociologues, je pense qu'on est proie d'un formidable préjugé, qui est
qu'il faut avoir des centaines, sinon des milliers d'individus pour pouvoir faire des statistiques. Autrement, ce n'est pas sérieux, apparemment. Et donc, c'est là que je me suis aperçu que, notamment, c'est-à-dire, dès sa formation, le sociologue s'habitue à aligner la statistique avec un usage très particulier de la statistique qui est le sondage. Et donc, on pense que ce qui s'applique au sondage, ça s'applique aux statistiques en général. Mais ce n'est pas nécessairement vrai. Et donc, dans l'esprit du sociologue, qui dit test statistique, dit sondage, et qui dit sondage, dit méthode quantitative. Par conséquent, tout ce qui n'est pas du sondage, donc du quanti, c'est du quali. Donc on opère dans cet espace dichotomique qui, à mon avis, est profondément ruineux. Donc, comment j'en suis venu à toutes ces réflexions? C'était très simple. Pour retravailler mes statistiques, en fait, j'ai été amené à lire des manuels de statistiques, non pas à l'attention des sociologues, mais à destination des biologistes, et notamment des zoologues et des botanistes. Et là, en fait, j'ai découvert qu'effectivement, ils font des statistiques avec des échantillons de 20 individus, par exemple. J'en ai que 14. Voilà. Mais même avec des échantillons de 8 individus, tu peux faire des statistiques. Oui, mais à quoi ça pourrait servir? C'est ça la question c'est la question importante. principale. Oui. Mais évidemment, on ne peut pas faire un sondage avec 8 individus, ça ne marche pas. Mais selon la question qu'on se pose, oui. on pourrait faire parfaitement des statistiques inférentielles à partir d'un échantillon de 15 personnes. Donc c'est vers là que je voulais venir. Évidemment, ça dépend de la question, il faudrait voir comment faire le design de l'enquête. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en principe, c'est tout à fait faisable et disons que c'est statistiquement plausible de travailler avec un petit échantillon. Évidemment, ça dépend de la question et ça dépend de ce qu'on pourrait démontrer avec ça. Donc, en fait, quel est le critère fondamental pour faire des statistiques inférentielles? C'est simplement de choisir ces individus au hasard, c'est-à-dire de manière aléatoire. C'est ça la seule contrainte. Mais une fois qu'on a satisfait cette contrainte, selon la question qu'on se pose, on peut parfaitement opérer avec un échantillon assez petit. Voilà. Je dis ça pour d'éventuelles futures études où on pourrait parfaitement faire des stats. Et de fait, dans ta manière de présenter tes différents travaux, tu fais des stats. Tu les présentes d'une manière un peu informelle, mais c'est bien des stats. Oui. Quand tu dis très fréquemment, rarement, c'était systématique, etc. Voilà, tu parles de proportions. Oui, il faut voir mes feuilles d'analyse, elles sont très intéressantes parce que c'est presque une œuvre. Je mets des grandes idées et puis après je mets des couleurs pour les rapporter. Et en effet, je dépouille, comme j'ai appris quand j'étais étudiante, à faire du dépouillement d'enquête. Et donc forcément, j'arrive à des chiffres, des quantités. Voilà. Enfin, quelquefois, c'est 1. Voilà. Ah, mais c'est bien. Écoute, si c'est une corrélation, c'est génial. Donc, voilà mes trois remarques donc, sur la théorie, le rapport entre la théorie et la méthodologie, et sur les statistiques pour conclure. Et bon, voilà, je finis avec, en disant à nouveau à quel point j'ai appris en te lisant et à quel point j'ai pris du plaisir aussi à voir le travail que tu fais. Merci. Agnès, tu veux répondre Je ne sais pas si je peux répondre. La seule chose que je sais, j'ai beaucoup été à l'Institut Jean-Nicot, etc. Bon, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que quand peut-être que je l'ai un peu expliqué, mais j'ai travaillé toute ma vie pour gagner ma vie. Et puis un jour, je me suis aperçue que les designers n'écrivaient pas. J'ai toujours travaillé aux côtés du designer. Je me suis aperçue qu'il y avait aucune publication, surtout en France, et je me suis dit, je vais être la première, je vais publier. Et quand j'ai essayé de voir un peu les sujets sur lesquels je pourrais publier, je me suis retrouvée un peu sèche. Je me suis dit, il faut que je reprenne des études, et bon voilà. Donc l'idée de la thèse est venue, et donc j'ai repris tout ça, et je suis devenue, j'ai lu des choses que j'avais jamais lues de ma vie. Enfin, j'ai lu du Schaeffer, j'ai lu du Joël Proust, j'ai été à l'Institut Jean-Nicot, on m'a accueilli dans un petit appartement en me disant bonjour, comme si, enfin bon, voilà, c'était des situations un petit peu, voilà, et je me suis tartinée de la lecture, donc bon, j'essaye de répondre aux besoins académiques, mais je comprends qu'il y a le cerveau et l'être humain, mais le cerveau, il est dans l'être humain.
Voilà, donc je comprends un petit peu les principes philosophiques des uns et des autres, mais quand je constate certaines choses, peu m'importe que ça soit la théorie de l'esprit. Enfin, tu vois, je pousse un peu le bouchon, un peu loin. Peut-être que je vais en choquer plus d'un, mais ce qui est important, c'est bien sûr, c'est très important de lire et de comprendre ça, mais après, ce qui m'a moi passionnée, j'ai commencé par lire, j'ai commencé par lire et comprendre, c'est vraiment dans l'ordre dans lequel je voulais expliquer, dans l'ordre du bouquin, et puis après, j'ai fait les enquêtes et j'ai essayé de voir si ça collait. Et oui, ça colle. Donc voilà ce qui se passe dans la tête de Roman. Est-ce que c'est dans son cerveau ou est-ce que c'est dans son corps? Parce qu'il voit avec ses yeux, il voit avec son 1m90, il voit avec son cœur parce qu'il est en train de chercher une nana, il a un scooter depuis pas longtemps, il voit si c'est des copains. Enfin, tout ça, c'est quoi? C'est son cerveau. Et c'est pour ça que le croisement avec l'œil, personne d'entre vous ne savait qu'on fait n'est conscient des 3 ou 4 saccades par seconde. On ne sait pas ça. Donc, de croiser cet œil qui est du non-conscient avec le discours, c'est aussi très intéressant parce que quelquefois, le discours vient quelques secondes après que ça soit perçu, ou il vient en avant parce qu'on sait qu'on va voir, où on a vu sans se rendre compte qu'on a vu. Enfin bon, donc l'oculomètre donne quand même pas mal d'indices par rapport à ce questionnement que tu poses. Tu vois, par rapport à non rapporté, ça, oui, je suis les cours de Stanislas Dehaene depuis le début, donc la non-conscience, voilà, j'ai fini par comprendre ce que c'était. Mais en même temps, la non-conscience, à un moment, elle devient consciente aussi. Est-ce que je peux faire une petite remarque sur ce point-là? Parce que je trouve que ton objection, Martine, n'est pas tout à fait juste sur la question de la réflexivité et de la non-conscience. Parce qu'en fait, ce sur quoi parlent les personnes qui se trouvent face à l'image de leur parcours, ça n'est pas leur parcours, c'est leur parcours commenté par l'oculomètre. Donc, autant le parcours est pris dans une non-conscience perceptive, parce que, pour les raisons que tu as très bien expliquées, autant la situation de regard de la personne, regard réflexif sur son parcours tel qu'il est restitué par l'oculomètre, est une expérience totalement différente. Et donc, il est parfaitement logique que cette expérience soit totalement verbalisable, enfin, en grande partie verbalisable, puisque c'est un commentaire d'une image du parcours, alors même que le parcours lui-même n'avait pas besoin du discours, puisqu'il était pris dans l'action, on pourrait dire ça. Et je trouve que c'est une expérience très intéressante. On commence en sociologie à s'intéresser à la réflexivité des acteurs, c'est une grosse part à la crème en ce moment, mais je ne suis pas certaine qu'on l'utilise autant qu'on pourrait en termes de méthodologie. Et je pense que faire parler les gens sur leur expérience est absolument central, parce qu'il y a un tel degré d'implicite dans notre expérience que si nous ne nous mettons pas en situation de faire parler les gens sur leur expérience, on ne voit rien. Moi, j'avais fait cette expérience quand j'avais observé des commissions qui donnent des subventions aux artistes, ou plutôt des commissions d'achat d'œuvres d'art dans les FRAC. Je notais tout ce qui se disait, et il y avait des tas de moments où je ne comprenais rien. Et il a fallu que j'aille voir les gens en question, après coup, avec la transcription de ce qu'ils avaient dit, en leur disant « mais là vous avez dit ça, je ne comprends pas pourquoi, c'est contradictoire à ce que vous avez dit 5 minutes avant ». Et là, ils m'expliquaient. Mais s'il n'y avait pas eu ce travail de réflexivité sur la base, non pas de ce qu'ils ont vécu, mais de la restitution de ce qu'ils ont vécu via la transcription des propos, je n'aurais rien compris. Le degré d'implicite est trop élevé. Pareil avec les enquêteurs du patrimoine. Quand j'ai travaillé sur l'inventaire du patrimoine, j'étais obligée de faire parler les gens parce qu'une grande partie de leur compétence est totalement intériorisée. Elle est incorporée, elle est dans le regard, elle est dans les gestes. Ils n'ont pas besoin, ou très peu besoin, d'expliciter. Et évidemment, il faut un dispositif particulier. Alors, soit ce que tu as fait, le dispositif de réflexivité face à l'image de leur parcours, soit moi je m'étais mis en situation de formation dans mon enquête sur l'inventaire et je leur demandais juste pourquoi vous faites ça là, qu'est-ce qu'il faut faire quoi. Et ça suffit pour faire une situation de réflexion. Et là-dessus je voudrais ajouter 2 choses.
D'abord, quand les promeneurs voyaient leurs films, ils étaient extrêmement étonnés. Déjà de leur démarche, parce qu'on sent comment on porte l'oculomètre, etc. Et souvent, ils avaient l'impression qu'ils avaient regardé des choses ou fait des choses, et ce n'était pas sur l'oculomètre, donc ils ne l'avaient pas fait. Donc il y avait ce décalage entre leur vécu et ce qu'ils voyaient, enfin le souvenir de leur vécu. Et d'autre part, et ça a été très très fort dans toutes les promenades, que ce soit avec les promenades, les premières promenades sans oculomètre ou les autres, ou à Tours, c'est pratiquement à chaque fois, j'ai senti que ce demande de réflexivité, qu'il soit, pour employer ton terme, qu'il soit immédiat ou a posteriori, etc., engageait la personne dans un travail complètement différent dans le futur. C'est-à-dire ce que je disais au tout début avec les termes de Gerald Levinson, c'était vraiment une indication vers le futur. Le nombre de gens qui ont terminé l'enquête ou qui m'ont dit après, tu sais maintenant chaque fois que je suis dans la rue je pense à toi, c'est complètement différent, ou je regarde différemment, ou quand je prendrai le tram je regarderai ces bourgeons, ou etc. C'était incroyable. Et en fait, pour ne rien vous cacher, c'est ça le véritable point de départ de tout mon travail, c'est que j'avais remarqué depuis très longtemps qu'il suffit de pas que les gens sont aveugles, les gens ne voient rien, surtout de ce qui m'intéresse, moi qui suis bon, etc. Mais il suffit de pas grand-chose, de leur pousser le regard, de dire dans un aéroport, tu as vu là on a la lumière du jour, ou ah sur ce rond-point ils ont mis des belles plantes, n'importe quoi, pour que du coup justement cette perception, ce regard s'enclenche. Et si quelqu'un veut prendre cette idée, je lui offre, il y a une école à créer, une école du regard à créer, spécialement en France, parce que les Italiens ont une culture du regard plus poussée, d'après ce que j'ai pu percevoir. Il y a une école du regard à créer en France pour prendre un groupe de gens. Il faut commencer par l'ENA, Polytechnique, et puis arriver à l'école maternelle. Prendre des gens de l'ENA, un groupe de 10, vous les mettez n'importe où, ailleurs que chez eux, vous les emmenez n'importe où, et vous leur faites voir des choses qu'ils n'ont jamais vues, si possible artistiques, comme ça leur fera plaisir. Et en une semaine, vous transformez quelqu'un. Je propose la création d'une école des hautes études en sciences sociales du regard. Voilà. Je voulais juste, avant de vous donner la parole, dire un petit mot aussi sur la deuxième proposition de Martine sur la statistique, parce que, et ça me permettrait, Agnès, peut-être d'aider à l'approfondissement de l'enquête ou éventuellement à d'autres enquêtes. Parce qu'il n'y a pas de statistique sans comparaison. En fait, la statistique est une des techniques de la comparaison. Ça permet de comparer des ensembles avec d'autres ensembles. Et dans le type d'expérience auquel tu t'intéresses, il me semble qu'il y a 3 termes qui sont totalement en interaction. C'est l'objet, ici l'œuvre d'art dans l'espace public, le sujet, c'est-à-dire la personne qui regarde, et le contexte. Et le contexte est absolument fondamental, on le voit très bien dans ce que tu nous montres. Alors, ce qui est très bien, c'est quand l'objet ne varie pas, hein, on a les mêmes fontaines, donc là, du coup, une base précise. Quand le contexte varie avec un seul paramètre, qui est est-ce que les gens ont eu une initiation à l'œuvre ou pas, hein, est-ce qu'ils savent ou pas qu'il y a cette œuvre, de quoi il s'agit, etc. Donc ça, c'est un paramètre extrêmement simple. Et du même coup, ce qu'on pourrait faire varier beaucoup plus systématiquement, ce serait la nature des personnes, c'est-à-dire par milieux sociaux, degré d'éducation, niveau d'études, âge, sexe, etc. La base classique. S'il y avait un prolongement possible avec un financement de cette enquête, à mon avis, ce serait dans ce sens-là qu'il faudrait aller, parce que ça permettrait d'isoler le paramètre de la médiation, c'est-à-dire le paramètre de l'information culturelle sur l'objet, et de voir comment ce paramètre joue ou pas selon l'âge, le sexe, le niveau d'études, etc. Enfin, en sociologie classique, il me semble que c'est là qu'on pourrait, avec un dispositif pas très compliqué et pas très coûteux, là on pourrait vraiment pousser l'expérimentation de façon très effectivement, là, ça deviendrait une expérience de terrain, avec 2 conditions. Voilà. Ouais, une expérimentation systématique. Mais effectivement, il ne faut pas faire beaucoup plus de ce que tu as déjà fait. Les problèmes les plus importants que tu as déjà résolus. Systématiser.
En ayant un objet, un paramètre, et tu fais varier la population. L'autre solution, ce serait de prendre toujours la même catégorie de personnes, faire varier les paramètres contextuels, ou faire varier les objets. Hein. Mais bon, voilà, il ne faut pas que la variation porte sur les trois. Voilà. C'est la seule chose que je voulais dire. Alors, des remarques, des questions? Karine, pour rebondir sur ce que disait Nathalie, justement, cette question du non-inscrit, moi, m'intéresse. Parce que, par exemple, sur des enquêtes qu'on pourrait faire avec un sonomètre, enfin l'équivalent d'un oculomètre, entre le discours d'intention et puis ce qui se passe réellement dans le processus de l'écoute, comment est-ce que vous avez enquêté justement sur ce non-inscrit, sur ce que les gens vous disaient, les personnes vous disaient de ce qu'elles pensaient avoir vu et qu'elles n'avaient pas vu? Est-ce que c'est rentré dans vos protocoles d'enquête, ça, cette mise en récit, en fait, un peu décalée par rapport à la réalité Non, ça s'est fait en creux, voilà. Et on l'a constaté avec l'oculomètre. Ça, sans l'oculomètre, on n'aurait pas pu le voir. Hein. Ouais. Mais est-ce que justement, ce que vous constatez en creux, vous pensez que ça pourrait être utile à enquêter de façon plus systématique, justement, au regard des paramètres que soulève Nathalie, qui permettraient de voir en quoi il y aurait des discours d'intention dans certaines catégories socio-professionnelles qui auraient imaginé voir plus largement dans l'espace public ce qu'elles avaient vu vraiment, enfin, ce phénomène de distorsion qu'il pourrait y avoir entre discours et réalité du regard. Oui, ça me rappelle par exemple, dans les enquêtes à Tours, quelqu'un est venu et alors lui, il savait tout sur tout. Et il était tellement content d'avoir été choisi parce qu'il voulait nous montrer qu'il savait tout sur tout, etc. Et il faisait venir tous ses amis pour faire du tourisme à Tours et il les emmenait dans le tram, etc. Au point où son discours était le moins intéressant presque parce qu'il savait trop de choses. Enfin, il voulait trop en dire, il voulait trop être le bon élève. Voilà. Donc c'est presque ça, la surcharge. Voilà. Et là, je pense, il faudrait que je reprenne toute son enquête, mais je pense qu'il a dû oublier des choses tellement il voulait en dire. Voilà. Mais oui, mais c'est un sujet en effet qu'il faudrait creuser. Peut-être qu'avec l'oculomètre et l'écart qui existe entre ce que nous montre le film qui visionne l'oculomètre et la perception, il y a des écarts qui tiennent à la physiologie. C'est-à-dire peut-être que tout le vécu, évidemment, n'est pas le vécu qui est montré dans l'oculomètre. Il y a parfois cette digression du regard, comme on regarde un mec, on regarde une nana. C'est pas très fonctionnel, ça. Mais il y a aussi des regards qui portent sur des objets très fonctionnels. Mais il y a tout le travail de la vision périphérique, autour de laquelle on connaît, à mon avis, très peu de choses. De quelle manière tout cela intervient? Donc, il faut à la limite, disons, dans la phase génération 3 ou 4 de ces expériences, modéliser la perception et dire très clairement ce que fait la vision de l'oculomètre. C'est passionnant. Oui. Il y a aussi la taille des gens. Suivant qu'on est grand ou on est petit, on voit pas la même chose. Les gens ne portent pas, ça on le voit sur l'oculomètre, les gens ne portent pas leur regard de la même manière. Ça dépend pas de la taille, mais je me souviens d'une personne qui n'était pas plus grande que moi, mais qui regardait toujours loin. Donc au contraire, certaines personnes regardent leurs pieds. Alors ça dépend, c'est peut-être des problèmes de vision, de lunettes, mais c'est aussi des attitudes dans la vie. Hein, on est fier ou on est... Voilà, oui, ça c'est passionnant. Et ce qui fait qu'on ne voit pas la même chose. Et on ne voit pas de la même manière. Et au fond, il existe une technique qui... Moi, je reste un peu sceptique là-devant, mais c'est devant les œuvres d'art. En anglais, on dit eye tracking movement. Quand je me vois analyser de cette façon-là, il n'y a aucune commune mesure avec l'expérience que j'ai faite. Alors, on peut me critiquer d'être un peu polémique, là, mais est-ce que la même question ne se pose pas avec le kilomètre en mouvement? Oui, ça dépend comment on l'utilise. Hein, eye tracking et oculomètre, ce sont des synonymes. La traduction de eye tracking, c'est oculomètre. Voilà. Oui,
ça dépend. Je sais que certains seraient passionnés pour voir, d'utiliser l'œuvre d'art. Bon, c'est pour ça que nous, ce qui était intéressant, c'était le discours sur le discours. Voilà. Parce que ça rajoutait quelque chose. Se limiter au point de vue technique de l'oculomètre et de dire il a regardé le chapeau, donc il a vu le chapeau. Non. Parce qu'on sait que dans le cerveau, il a pu voir le chapeau, mais il n'a pas forcément compris que c'était un chapeau. Donc, ce qui est important, c'était justement ce discours en même temps ou a posteriori, pour voir, et puis arriver, en effet, ce que mes yeux vont regarder. Moi, j'en ai pas devant un tableau que j'adore, sur lequel j'ai une grande émotion, je n'ai pas conscience de ce que je regarde. Et ce que je ressens, l'oculomètre ne va pas le capter. Ouais. Oui, c'est toute la question que tu posais sur... Ouais. Ouais. C'est pour ça que j'ai voulu aussi capter la parole in situ et laisser dans une promenade aussi. Ça, c'est très intéressant. Je m'en suis rendu compte a posteriori, mais dans le temps, les choses se déroulent différemment. C'est-à-dire qu'on oublie qu'on est interrogé, il y a une sorte de camaraderie qui se passe avec la personne à côté, avec le parcours, et on se détend et on ne se sent pas obligé de donner la bonne réponse, etc. Donc le temps, il fait beaucoup, et c'est aussi cette notion d'intrigue que j'ai découvert. Je me souviens, cette femme, on arrivait sur la place Voltaire qui venait d'être faite, et elle commence son truc, et puis après elle dit « Ah mais oui, mais c'était comme ça avant ». Enfin, pendant les quelques secondes, comme ce qu'on a vu là de roman sur La Fontaine Wallace, c'est lui qui s'arrête. Et puis en fait, si vous écoutez ce qu'il dit, c'est joli, c'est super joli, quoi, c'est joli, quoi, c'est joli, je sais pas, voilà. En fait, il dit pas grand-chose. Il dit que c'est dangereux parce que c'est pointu. Oui, voilà. Mais petit à petit, il voit, et puis ces 4 femmes, elles sont assez jolies, il voit qu'il y en a 4. Et moi, honnêtement, quand j'ai fini avec roman, quand j'ai fini la promenade, je me suis dit, j'ai perdu mon temps, là, c'est dommage. J'en ai que 3, je peux en faire que 3, c'est dommage. Quand j'ai regardé ça, c'était tellement captivant, parce que à la fois ce regard qui se fixe, qui oublie les nanas, qui oublie tout ça, et ce qu'il dit, c'est joli quoi, on sent qu'il... Pourtant, je le connais depuis qu'il est tout petit, ce gamin, il a grandi à Paris, il n'avait jamais regardé une Fontaine Wallace. Et je suppose que maintenant, il les regarde. Voilà. Donc, il y a les avantages et il y a les inconvénients, je pense, de toute méthode. Mais celle-ci a une richesse, en fait. Voilà, parce qu'on croise plusieurs données. Voilà. Oui, je voulais dire, et c'est pas juste une blague, que l'école du regard, ça existe déjà, et ça s'appelle la littérature. Mais vraiment, c'est-à-dire que il me semble que le raffinement herméneutique que vous déployez sur des discours très 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 ténus, en fait, il pourrait s'enrichir peut-être d'une attention aussi bienveillante et subtile à des individus dont l'effort spécifique, c'est de phraser la complexité de leur perception. Les écrivains, les poètes. Et je ne pense pas que ce serait seulement l'occasion d'opposer une expérience imaginaire ou esthétisée à une expérience ordinaire. Mais ça serait profiter du fait qu'il y a des âmes et des corps qui font profession de s'efforcer d'affûter le phrasé de leur perception. Et les choses vraiment belles que vous tirez là comme un fil de si peu de choses, là c'est vrai qu'on se dit mais c'est pas vrai quand même, juste pour ça, pour qu'ils disent c'est joli, mais ce fil-là il peut prendre sens aussi si
ben voilà, on va voir tentative d'épuisement d'un lieu parisien, de Pérec, on va voir le peintre de la vie moderne et tous les Le labyrinthe de Pinget. oui, et puis tous les textes justement, on peut être voilà, mais mais disons étudiant cette chose-là dans son propre cœur, comme le dit Baudelaire. Le sieur Baudelaire a suffisamment de talent pour étudier le crime dans son propre cœur. Dit-il à quelqu'un qui lui dit mais allez donc voir dehors. Il me semble qu'il y a voilà, il y a une dimension qui pourrait être enrichie par le fait de déployer aussi cette herméneutique sur des discours considérables en fait, comme ceux de la littérature. Parce que peut-être vous vous privez d'une intensité en faisant confiance exclusivement au discours des acteurs. Parce que, et en fait, les discours imaginés des écrivains sont aussi réels que les discours spontanés. Enfin voilà, je pense que vous êtes d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord et j'ai un blog et quand je tombe justement sur le labyrinthe de Pinget où il décrit le lampadaire, j'extrais ça et je le mets, enfin bon. Mais mon école du regard, elle est politique. Parce que si je cite l'ENA et Polytechnique, ce sont ces gens-là qui ont le pouvoir et qui ont l'argent. Ouais, il faut leur faire des cours sur Baudelaire. Déjà. Oui, moi j'irais plus vite en leur faisant regarder le lampadaire. Mais bon, chacun sa spécialité. Oui, justement. Oui. En Oui, faisant les deux. regarder le lampadaire On fait équipe. Oui, c'est ça. Mais sans les encourager à faire effort dans leurs paroles et dans à considérer qu'il n'y a pas plus de vérité dans la perception que dans le discours. Il y a la nécessité d'affûter tous ces outils qui sont les nôtres. Voilà. Mais les affûter ensemble. Avec quand même cette différence que ce dont tu parles, c'est quand même avant tout un regard sur l'expérience intérieure, alors que ce qui intéresse Agnès, c'est un regard sur les objets du monde extérieur. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas affûter. Non, le Pérec, en l'occurrence, c'est vraiment, il est assis au carrefour et il essaie d'épuiser le... Oui, ça c'est là-dedans. Je voulais en mettre 4 pages et puis on m'a dit que j'avais pas le droit. Donc, dans ma thèse, je les ai mises les 4 pages. Oui. Je suis frappée par le peu de confiance qu'on fait dans la description littéraire comme véhicule d'une vérité cognitive d'évidence en fait. Je voudrais juste quand même ajouter un petit topo, non pas sur la description, mais sur l'interprétation. Parce que moi aussi, j'ai été frappée par la pauvreté du discours esthétique de Romain sur La Fontaine. Bon, c'est joli, mais si on l'interprète, je pense qu'on peut l'interpréter comme étant la découverte tout d'un coup du fait qu'une évaluation de type esthétique peut être portée sur un objet fonctionnel. Et du même coup, ça devient très intéressant. Et le C'est joli devient simplement un indice du fait qu'il bascule de l'invisible au fonctionnel et du fonctionnel à l'esthétique, c'est-à-dire à un objet dont tout d'un coup il s'aperçoit qu'il est susceptible d'un regard esthétique grâce à toi et grâce aussi aux caractéristiques de l'objet. Bien sûr. Les deux comptes, les deux, voilà. Et je pense que là, tout d'un coup, ça devient intéressant de l'entendre dire c'est joli. C'est pas sur le contenu de son évaluation esthétique, mais sur le fait même. Oui, sur cette transformation. Exactement, du basculement tout d'un coup dans un autre régime de valeur qui est le régime de la valeur esthétique. Voilà. Et c'est d'où cette notion d'intrigue. On voit que ça se passe dans le temps. Mais quand même, La Fontaine-Wallace, c'est Sir Richard Wallace, 1871, la pauvre peu d'eau à Paris. Enfin, il y a toute une histoire. Et c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est devenu un monument historique. Et peu de gens le savent, mais lui, pof, il peut être transformé. Et ce que je veux dire, c'est que même sur un discours qui serait très peu affûté, pour reprendre tes termes, Marielle, on peut avoir un travail interprétatif, si l'on a une problématique derrière, qui rend ce discours extraordinairement parlant. Voilà. C'était une autre façon de prendre les choses. Justement, par rapport à ça, je me demandais s'il y avait des variations dans les publics que vous avez sollicités entre les usagers quotidiens, donc les habitants du quartier, et ceux qui viennent en découvrant, parce que j'imagine bien que, spontanément, j'imagine que le regard n'est pas du tout le même entre celui qui utilise La Fontaine et celui qui la regarde. Et l'autre question aussi, c'est si vous avez
été attentifs ou pas aux usages de la fontaine, c'est-à-dire ils sont là depuis peu de temps, est-ce qu'on les utilise ou est-ce que pour l'instant c'est simplement des ouvertures? Là, vous voulez parler de la porte de Montreuil? Oui. Alors, sur la porte de Montreuil, on a bien fait attention d'avoir moitié de gens familiers de la porte de Montreuil et moitié non familiers, moitié hommes, moitié femmes. Les premières enquêtes ont été au mois de mars, et au mois de mars, elles n'étaient pas en eau parce que toutes les fontaines à Paris risquent de geler, donc il n'y a pas d'eau. Mais il y en a beaucoup qui ont essayé. D'ailleurs, on le voit, c'est documenté. Hein. Ils essayent. Dans la deuxième, c'était en septembre, donc là, c'était en eau. Alors, moi, j'y passe régulièrement. Et je ne suis jamais allée le jour du marché. Il faudrait que j'y aille le jour du marché, parce qu'il y en a un qui est au plein cœur du marché. Mais ce n'est pas tellement utilisé. Ce n'est pas vraiment beaucoup utilisé. Voilà, c'est... Mais on a fait attention à ça, mais en fait, au mois de mars, beaucoup de gens, même du quartier, ne les avaient pas remarquées parce que ça ne faisait que 4 mois que c'était là. Elles ne sont pas très prégnantes. Hein. Moi-même, j'ai mis du temps à les... Je savais qu'elles étaient là et je ne les ai pas vues au début. Donc, voilà.